l'idée de notre webinaire un peu particulier, c'est de partager aux autres adhérents et peut-être membres de groupe quelle était notre démarche et comment on a travaillé autour de notre sujet, de notre sacerdoce qui était les nouvelles technologies. Et aussi vous partager pour quelles raisons on a parlé d'innovation, même si c'est un terme qui peut être fourre-tout. Vous allez vous rendre compte avec nous que les nouvelles technologies étaient un terme assez compliqué dans la manière dont on a voulu prendre tous ensemble la démarche de réflexion. Alors, je me suis permis d'appuyer nos réflexions et nos propos sur la consolidation du livre blanc que nous avions proposé. Mais on va passer un certain nombre de slides. On va s'arrêter plutôt sur la manière dont on a réfléchi, comment on a élaboré pour avancer à là où nous en sommes aujourd'hui. Et bien évidemment, mes bien très chers membres, frères et sœurs de l'équipe Nouvelles Technologies, n'hésitez pas à rebondir, à échanger comme on le fait habituellement. Alors, juste que j'arrive à reprendre la main sur ce que je fais. Voilà, super. Donc, comme je vous l'ai dit, notre groupe de travail, pour nous, alors vous avez peut-être, et c'est peut-être un partage qu'on pourra avoir ensemble après, ça nous a semblé extrêmement particulier et difficile de commencer à réfléchir ensemble sur les nouvelles technologies. On a très vite eu du mal à savoir par quel biais on allait prendre ce sujet pour plein de raisons. La première raison, et celle qui a été, je dirais, la plus difficile à soulever, ça a été que les nouvelles technologies en soi, c'est un outil, c'est un moyen, ce n'est pas un concept. La tourismophobie, c'est un concept. L'agence de demain, c'est un concept. L'emploi, c'est un concept. Dans le sens où c'est un outil à part entière, mais qui va véritablement, sur lequel on peut véritablement accompagner un certain nombre de choses. Or, les nouvelles technologies s'accompagnent dans tous les sujets, en fin de compte, du monde du travel. Et donc, il a été difficile pour nous de trouver le fil d'Ariane qui nous permettait de pouvoir nous appuyer dans nos réflexions. C'est aussi pour cette raison qu'on a souhaité identifier et ajouter le mot innovation, pas du tout pour s'approprier un nouveau contexte lié aux nouvelles technologies, mais plutôt pour s'appuyer sur l'innovation, qui est un concept, pour faciliter effectivement l'approche des nouvelles technologies. Le deuxième point de fond, après un certain nombre de discussions, parce qu'on a été un vrai diesel, on a mis quelques réunions avant de se mettre en route, on a essayé de chercher comment on pouvait se positionner dans la chaîne de valeur touristique. Et je dirais le consensus qui nous a paru le plus évident a été de prendre le point de vue du client voyageur. Et donc, du coup, d'identifier le parcours d'un client voyageur du moment où il a envie de voyager jusqu'au moment où il va retourner de son voyage. Et donc, d'identifier le cycle et les étapes d'un voyageur pour faciliter nos échanges et nous mettre véritablement en route. Alors, très rapidement, pourquoi on a parlé innovation ? Parce que innovation, c'est des mots qui nous permettent de pouvoir identifier pourquoi on innove en général dans un monde économique. C'est pour rester compétitif, c'est pour répondre aux évolutions, pour saisir des nouvelles opportunités et maintenir l'engagement. Mais c'est vrai que quand on parle d'innovation, il ne faut pas oublier que ce qui est plébiscité quand on parle d'innovation auprès des voyageurs, sur les 40 dernières années,
enfin, ce qui est vraiment particulier, hein, c'est la valise à roulettes, le trolley. Et donc, il est important quand même de faire la part des choses et de se dire, voilà, c'est ce qui explique aussi notre démarche, c'est que l'innovation, on est vraiment dans le conceptuel et comment on va nous tirer la partie technologique du concept d'innovation pour ressortir effectivement le moyen et comment on peut l'accaparer. Alors, petit point rapide, juste pour se donner les points intéressants en termes d'innovation, essayer de comprendre justement cette partie de concept. Un petit point rapide, il y a l'innovation, ce qu'on appelle incrémentale. Hein, pour le comprendre très simplement, il y a eu l'iPhone 1. Aujourd'hui, on n'en est même plus à l'iPhone 11, on en est à l'iPhone 12. Et donc, toutes les générations d'iPhone, c'est une amélioration d'existence, c'est ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Après, vous avez des innovations de rupture, c'est ce qu'on appelle une simplification. Et donc, ce qu'on peut prendre comme simplification, c'est ceux qui ont inventé les forfaits téléphoniques, tels que l'a proposé Free. Alors, il y a une particularité avec Free, parce que ça peut être un faux ami, puisqu'ils ont aussi été les inventeurs d'une innovation, ce qu'on appelle radicale, puisqu'il ne faut pas l'oublier. Free a inventé la DSL. Ça a été le premier qui a utilisé et proposé, et d'ailleurs, on a été les premiers au monde à proposer cette technologie, qui est une accélération d'Internet. Pour autant, vous avez ce qu'on appelle l'innovation adjacente, c'est un pas de côté, et c'est ce qui s'est passé. C'est là où on entend parler souvent un gros mot, hein, on entend tout le monde le dire, la disruption, ce qui veut dire rupture en fait. Et on l'a bien vu avec les taxis et Uber. Et là, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre qu'il y a une logique de technologie, c'est-à-dire que c'est la technologie qui a permis à proposer effectivement un service tel qu'Uber, mais il y a aussi une logique, je dirais, de modèle économique avec une prestation de service qui sortait complètement du modèle entrepreneurial habituel ou modèle salarial habituel. Et donc, la rupture radicale, l'innovation radicale, qui est ce qu'on appelle souvent un nouveau paradigme, comme la création de l'iPhone, où là, on a une création d'un smartphone tel qu'on l'entend, comme il y avait à l'époque des éléments balbutiants qui étaient faits par Motorola, qui étaient faits par d'autres. Pour ceux qui s'en rappellent, hein, il y avait les fabricants il y a Véronique qui arrive. Vous avez des fabricants d'informatique comme HP ou autres qui commençaient à proposer des PDA, mais le premier qui a vraiment créé le smartphone, c'était Apple. Et là, on rentre dans un nouveau paradigme qui est celui dont tout le monde se sert aujourd'hui au quotidien. Maintenant, quelle était notre approche? Alors, je reconnais, bonjour Véronique, je reconnais que… pardon? Bonjour, désolée, j'ai eu des connexions, je suis désolée, du coup je comprends. Non, non, pas de souci. Bienvenue Véronique. Merci beaucoup. Et c'est là où on va rentrer dans notre réflexion de groupe. Je reconnais que j'ai eu une déformation professionnelle, je viens du monde de la stratégie client. J'ai eu la chance dans le passé d'accompagner et de créer des cycles de clients, des cycles de vie. Et donc, il me semblait intéressant de pouvoir m'appuyer effectivement sur des réflexions que j'ai pu avoir dans d'autres secteurs d'activité en analysant effectivement des cycles de vie et de voir comment on pouvait s'appuyer dessus pour créer une matrice qui existe peut-être par ailleurs, mais en tout cas, on se l'est appropriée, qui nous a permis de pouvoir faciliter nos échanges et savoir comment les nouvelles technologies et l'innovation peuvent aider les zones sensibles, ce qu'on appelle les zones sensibles, qui sont les moments importants dans le cycle de vie du marché du travel. Et donc, il y a 3 moments sensibles, 3 étapes extrêmement importantes qui sont avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage. Donc, avant le voyage, on a identifié essentiellement les motivations. Quelles sont les motivations qui vont nous permettre de réfléchir à voyager et aller jusqu'à la prise de décision. Après, il y a pendant le voyage qui nous permet de pouvoir identifier quels sont les besoins et comment on peut répondre à ces besoins. Et puis, il y a après le voyage, eh bien, ce sont les ressentis et comment on peut accompagner ces ressentis pour provoquer un nouveau
des motivations qui nous permettent de pouvoir rentrer dans une logique vertueuse à repartir dans le cycle avant le voyage. Maud vient de nous rejoindre. Bon, ça va, ça veut dire que les invitations sont parties quand même. Elles sont arrivées, on a du monde qui arrive. T'inquiète pas, Tristan, je gère la salle d'attente, hein, t'en occupes pas. Tu gères, bon, ok. Si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on réponde, qu'on rentre dans un certain nombre de sujets. Alors, pour la petite histoire, on a dans l'équipe Charles qui vient de l'entreprise M-Trip, qui est vraiment le techno, je dirais, le plus expérimenté de l'équipe, qui nous a permis d'avoir son point de vue, nous apporter aussi un regard extrêmement large sur toutes les logiques d'innovation et surtout de nouvelles technologies qu'il peut y avoir sur le marché en s'appuyant sur sa propre expertise, mais aussi de celle de sa boîte. Et c'était super intéressant. Et on a eu pendant un certain nombre de temps, parce que comme dans beaucoup de groupes, on a eu des membres qui sont arrivés, puis pour plein de raisons professionnelles, personnelles, d'organisation, de logistique, de choix, sont repartis. Mais on a eu Laurence Meignécon qui vient de Carlson Wagonlit, qui nous a beaucoup aidé aussi parce qu'elle avait un regard à 360 sur la technologie, alors plus axé sur le monde du travel corporate et MIS, mais elle nous a donné beaucoup de points de recul et de réflexion. Puis, un peu plus tard, est arrivé Alexandre, qui en plus était en pleine formation et qui nous a permis de pouvoir regarder un aspect plus web social, plus relationnel, et qui était aussi très intéressant dans nos réflexions. Après, quand on regarde d'un point de vue chaîne de valeur du marché du tourisme, avec Charles, qui accompagne effectivement le pendant, mais avec des outils qui sont mis à disposition, qui facilitent aussi l'acte de décision en amont, parce qu'on peut les mettre en avant pour préparer et expliquer. On a eu la chance d'avoir des agences de voyage dans leur quotidien, comme Nathalie, mais on en a eu d'autres qui sont passés et qui ont réfléchi avec nous et qui sont repartis avec son agence. On a eu et on a aussi ce qu'on peut appeler des réceptifs ou des incoming comme Marie d'Exclusive France Tour, qui nous a permis aussi d'avoir son regard, son quotidien, aussi bien des étrangers qui viennent visiter, mais aussi ses relations dans le marché du travel, que ce soit avec ses partenaires d'activité. Et donc, c'était super intéressant de pouvoir partager tous ensemble. On a eu d'ailleurs aussi quelqu'un qui vient des médias, puisque nous avons eu l'occasion de pouvoir discuter avec la direction marketing d'Hachette Tourisme, qui malheureusement a dû nous quitter pour des raisons d'organisation professionnelle. Mais c'était des moments qui nous ont permis, avec l'ensemble, une bonne partie de la chaîne, en tout cas de réfléchir et de pouvoir établir cette matrice. Est-ce que vous avez des points à ajouter par rapport à ce sujet, Charles, Marie, Oui, Belgique? alors ce qu'on a eu effectivement dans le groupe, comme dit Tristan, on a un mix de métiers différents au sein du groupe qui doit être la même chose que pour Respire, c'est qu'on va avoir des gens qui sont axés plus sur la tech, des agences de voyage dites traditionnelles et d'autres qui sortaient d'agences de voyage de grands groupes qui ont un fonctionnement différent, qui ont des technologies qu'ils utilisent différemment selon leurs besoins. Ce qu'on a fait, comme l'a dit Tristan au début, les nouvelles technologies, c'est hyper large. Pour faire simple, c'est pas pour rien que la plupart des salons de tourisme ont maintenant des espaces dédiés à nouvelles technologies ou innovation, parce qu'on emploie souvent le mot innovation maintenant et non plus nouvelles technologies, parce que c'est un marché à part qui se croise avec les agences de voyage et autres.
Donc, effectivement, le but premier, comme disait Christian, c'était « Ok, d'accord, nouvelle technologie, c'est bien, mais à quoi est-ce que ça s'applique ?» Donc, on va essayer d'identifier au long de ce groupe de travail toutes les technologies qui peuvent servir les agences de voyage selon leur modèle, selon leur taille. Quelles sont les priorités pour une agence de voyage comme en termes de nouvelles technologies et selon leur évolution, quelles nouvelles technologies sont importantes pour elles. Parce qu'on peut très bien être une petite agence de voyage et être très bercé par l'univers technologie, donc on va acheter tout un package, on va tout prendre en nouvelles technologies. Or, ça n'a pas forcément besoin, une agence de voyage, on va dire petite et moyenne, n'a pas forcément besoin d'avoir tout le service complet des nouvelles technologies. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, ouais. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. C'est que le fait de se positionner du côté du voyageur, dès le début, permet très facilement d'incrémentaliser, en fin de compte, tous les métiers de la chaîne de valeur et de raisonner de manière, ce qu'on appelle horizontale, sur la technologie. Exact. Moi, j'avais une remarque, Babu, là, l'autre Frédéric, quand je l'ai lu dans le livre blanc, c'est vrai que c'est pendant le voyage qui est ce qu'achète finalement le client. Finalement, il n'y a pas tant de choses que ça. Alors moi, je parle avec ma casquette de 27 ans d'Air France et aujourd'hui hôtelier, j'ai un hôtel. Et c'est vrai que voilà, je trouve que l'aspect pendant le voyage, et c'est la question que je me pose moi aussi, comment pendant le voyage, effectivement, les innovations, la technologie a fait évoluer les choses et va les faire évoluer. C'est une question, hein, c'est juste une question remarque. Hein, j'ai pas plus de... Mais tout à fait, Frédéric, on va pouvoir en parler ensemble sans tirer sur nos couvertures, parce que ce qui est rigolo, c'est que entre Marie, euh, moi-même et Charles, on a des sujets, je dirais, suffisamment personnels dans notre quotidien pour pouvoir parler du pendant le voyage Voilà. et sur l'innovation. Mais, Que tu soulignes, parce que quand j'ai vu évoluer, depuis que je suis rentré chez Air France en 92, moi, les avions notamment, la connectivité dans les avions, etc. Donc c'est une petite partie du voyage, parce qu'effectivement, c'est juste pour aller se rendre à quelque part, mais le parcours client a beaucoup changé dans les compagnies aériennes, même si se transporter est toujours aussi simple, on veut aller d'un point A à un point B. Et puis dans l'expérience hôtelière, quand on est in situ dans un hôtel, là c'est toute ma réflexion que j'essaye de faire aussi moi avec peut-être créer des applis, une app quand mes clients sont à l'hôtel pour voir comment je peux enrichir leur expérience dans l'hôtel pour leur faire connaître ce qu'il y a à l'extérieur de l'hôtel pendant qu'ils y sont. Avec Ouais, ça c'est effectivement une question que se posent nombre d'hôteliers en ce moment, Ouais. pour en discuter avec certains justement par rapport à ça. Je crois que de mémoire, corrige-moi si je me trompe, ça date d'un souvenir, mais si je dis bien, Accor avait positionné ses offres en disant on veut plus être juste l'hôtel, on veut créer un espace de vie avec des activités, avec tout un tas de services liés à l'hôtel en lui-même qu'on va pouvoir retrouver afin que ce soit un moment convivial et non pas juste une prestation. Je sais qu'à l'époque, ils avaient annoncé ça, alors je ne sais plus s'ils ont changé là-dessus, mais c'était enrichir et tout ça pour la même logique derrière, qui est à dire de faire de l'upselling. C'est-à-dire qu'une fois que, quand tu parles de quelle est la technologie qui pourra servir pendant le voyage et autres, la priorité pour la plupart des TO, c'est de faire de la vente supplémentaire. oui, de l'upsell. Soit on va vendre de l'upselling, on va vendre des tours sur place qui n'ont pas été réservés à l'avance, on va vendre tout un tas de prestations en fait. Ce qu'on appelle les options dans l'aérien. Voilà, parce que tu as les options, pour info, je viens du monde de l'aérien, personne n'est parfait. Donc, on arrive à en sortir, ouais, moi j'ai oui. 27 ans à en sortir. Ça arrive à des gens très bien, Charles. La plupart ne sont plus là, malheureusement. Donc oui, ces histoires de pendant le voyage, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Quand on parle de technologie, effectivement, le mot de l'app revient souvent parce que c'est une plateforme, en fait, qui permet de pouvoir proposer des ventes comme ça, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir communiquer avec les gens. La grande différence qu'il y a eu avec des agences, par exemple, qui sont équipées de technologie, pendant le Covid, ça a été de pouvoir communiquer avec les clients, même s'ils sont à l'autre bout du monde, facilement. C'est ce qu'on a vu ces derniers mois pendant toute la crise, pouvoir les rassurer, leur dire « Ok, mes lignes de téléphone sont complètement hors service parce que vous êtes tous à m'appeler. Par contre, je vous envoie autre chose que des mails, je peux vous envoyer des notifications, etc. en vous disant on s'occupe de vous, etc. On sait où vous êtes. »
Ça prend aussi une autre notion pendant le voyage, qui est la notion dont tout le monde parle en ce moment, qui est le duty of care. Parce que le duty of care était, avant la crise, quelque chose de sympathique, réservé aux voyageurs d'affaires, notamment, souvent d'ailleurs, qui était géré par des entreprises de risk management de compagnie. Et depuis le Covid, on voit maintenant des tours opérateurs, alors majoritairement dans le voyage d'affaires, mais également dans le loisir, se doter de solutions de duty of care pour pouvoir dire quand ça va reprendre, ce qu'on espère tous, au plus vite possible. On table sur du mars pour certains, juin pour d'autres, 2022 pour la plupart. Dire aux clients, OK, même si vous êtes au fin fond du Vietnam en train de vivre votre meilleure expérience, si jamais il se passe quelque chose, on a un plan pour savoir où vous êtes, comment faire pour vous rapatrier, etc. Ça va être montré via votre connaissance des lieux, via votre service qui lui est humain, et aussi via vos outils, comment faire en sorte de pouvoir aider cette personne qui est perdue au fin fond du Vietnam si quelque chose se passe. Ça, Oui, Je peux compléter juste une petite chose par rapport à… Donc, juste effectivement, il y a l'upselling, il y a effectivement, c'est un outil qui va nous aider effectivement à mieux vendre nos produits et mieux mettre en avant ce que l'on est capable de faire. Il y a aussi la sécurité, ce qu'on vient de voir à l'instant, mais il y a aussi la fidélisation. Et effectivement, la fidélisation, il peut y avoir des outils comme des apps qui existent. Je parle de Guido, qui a été d'ailleurs revendu à un de leurs concurrents, qui permet aux hôteliers, par exemple, de proposer un service plus pour les clients qui viennent dans leur hôtel, notamment des footers, entre guillemets, pour aller faire du footing, faire du sport, tout en découvrant les alentours de l'hôtel. Et donc, cette application, effectivement, est donnée à disposition des consommateurs, donc des personnes qui sont dans l'hôtel, pour justement leur donner envie de revenir dans cet hôtel et tout en ayant un service supplémentaire. Donc, il y a plusieurs phases, en fait, dans cette nouvelle technologie, dans ce qu'on peut apporter, qui vont servir effectivement aux clients et donc évidemment aux professionnels. Donc ça, c'est aussi une chose intéressante. Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose. Allô ? Bonjour. Est-ce que c'est possible de revenir au slide précédent ? Je me présente juste en 2 mots. Donc, je suis le fondateur et dirigeant de Very Local Trip qui propose des expériences personnalisées dans une trentaine de pays. Et on est vraiment en charge du client à destination. Et en fait, les besoins, je le mettrai également vraiment avant le voyage. Je passe mon temps à challenger les travel designers et les conseillers à vraiment cerner en amont les besoins des voyageurs qui peuvent évoluer 3 ou 4 mois après, évidemment, mais pour essayer de proposer au maximum des expériences sur mesure à destination. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose… Enfin, je dirais que ce n'est pas aussi dichotomisé. Et pendant le voyage, le ressenti est extrêmement important. Nombre de situations où, à la fin de la journée, parce qu'on pose des expériences avec des local friends, des amis locaux, on est sur un modèle disruptif, pour reprendre ce mot très laid. Et en fait, nombre de situations où, à la fin du voyage, à la fin de la journée, le client confie en fait à l'ami local que la veille, il a eu un guide dont il n'était pas du tout satisfait, ou alors l'hôtel qui ne lui convenait pas. Et à nous de faire remonter l'information de manière très artisanale, hein, on est des artisans du voyage, en temps réel, pour que la conciergerie, s'il y en a une éventuellement sur place, puisse immédiatement réagir et ne pas attendre que le client revienne et commence à se plaindre, etc. Donc, tout est un peu interconnecté finalement et pas aussi divisé, je pense. Voilà. Mais voilà, c'est juste une petite remarque de Non, mais tu as tout à fait raison, Maxime. Et d'ailleurs, ça fait rebondir sur 2 sujets qui ont fait partie des grosses discussions qu'on a pu avoir dans, je dirais, le principe fondateur de notre groupe Nouvelles Technologies. Le premier sujet, c'est que dans beaucoup de secteurs d'activité, l'ère de la data existe, elle est prégnante. Elle est plus compliquée lorsque des marchés, alors je vais utiliser des gros mots, mais lorsque les marchés sont nucléarisés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits opérateurs, et ce n'est pas péjoratif. C'est extrêmement compliqué, effectivement, de pouvoir centraliser, singulariser les informations, de pouvoir identifier les signaux faibles. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile lorsque vous utilisez, une grosse structure utilise un CRM, elle permet de pouvoir
dans chacune des étapes, remonter et piloter effectivement des remontées d'informations. Et elles sont tout de suite identifiées effectivement à un client, mais aussi à une typologie de client, mais aussi à un persona de client. Et donc, non seulement ça sert à interagir, mais ça sert aussi à anticiper l'avenir. Et ça, c'est une démarche de management, une démarche de gestion, de pilotage qui existe dans beaucoup de marchés. Et c'est un des sujets sur lesquels on s'est appuyé dans nos réflexions, qui était de dire comment on pourrait, si on avait une baguette magique, identifier une logique de CRM, une sorte de hub qui pourrait servir à tout le monde. Pourquoi pas s'appuyer, par exemple, par le ministère de tutelle, par l'organisateur des licences, pour identifier une sorte de protocole qui n'est pas du tout rattaché à un réseau, qui n'est pas du tout rattaché à des grosses entreprises en particulier, mais qui permet de pouvoir collecter l'ensemble de la chaîne de valeur pour faciliter le partage d'informations, faciliter le business des plus petits aussi bien que les plus gros, et aussi permettre aux plus petits qui sont en contact direct avec un client voyageur de pouvoir commencer à manager ces datas, c'est-à-dire de pouvoir commencer à réagir, à analyser avec les informations qu'il reçoit pour pouvoir rester compétitif. Et c'est pour cette raison qu'on a très rapidement parlé de CRM dans ce sens-là et de voir comment on pouvait interagir. Mais je rebondis aussi sur l'échange qu'il y avait eu tout à l'heure avec Frédéric et Charles. Pour la petite histoire, nous, de notre côté, on est actuellement dans le cadre de mon business en discussion avec un très, très gros camping de la Côte d'Azur qui a ce type de réflexion aussi. Alors, on parlait de l'hôtellerie, mais l'hôtellerie de plein air est en train de réfléchir. Ils ont déjà une application à voir comment on pourrait incrémenter nos services. Et ce qui veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience de voir comment on peut accompagner, apporter un vrai lien, une vraie relation pendant le voyage. Et ça ne concerne pas obligatoirement que les distributeurs de voyages, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres acteurs du marché. Ouais, Tristan, je te contacterai du coup en parallèle. Donc, moi, je voudrais essayer de transposer l'expérience que j'ai fait chez Air France. Donc, j'avais lancé, piloté l'application Air France. Je parle de ça il y a 15 ans maintenant, comme un vieux. Et j'essaie de réfléchir aux mêmes briques pour un hôtel, surtout un hôtel qui n'a pas de conciergerie. Parce que là, mon hôtel, il a 14 chambres. Et on est au four au moins, l'équipe est au four. Ça marche quand même avec 14 chambres. Voilà. Et comment apporter du service et une réponse à tout ce qui se passe autour de l'hôtel quand on a des équipes plus petites, avec beaucoup de choses à faire autour. Donc, je suis intéressé effectivement, parce que c'est en train de bouger actuellement. Donc, je contacte des PME pour intégrer aussi pour améliorer le process de check-in, check-out. Comme ça, c'est en aérien. Beaucoup de choses se font dans les applications. On l'avait prévu il y a 15 ans. Maintenant, ça arrive. Et je trouve que les hôtels sont très en retard là-dessus. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui, ça permet de limiter le sans-contact aussi sur plein de sujets, en définitive. Voilà, ouais. Et de transformer du temps qui est rare sur de la valeur ajoutée de discussion avec le client. Et c'est ce temps qu'on perd à un check-out, même si les PMS sont efficaces, qui effarait du temps qu'on perd au check-out encore dans les hôtelleries par rapport à l'aérien qui a fait une révolution là-dessus. Et chez les loueurs de voitures, c'est encore pire. C'est très long de prendre une voiture et de la rendre quand on compare avec un check-in aérien jusqu'à la récupération du bagage. Ouais. Je pense que le plus important, effectivement, c'est pendant le voyage, parce que avant et après le voyage, le client n'a pratiquement qu'un seul interlocuteur qui est la personne qui lui a vendu le voyage. Exactement. En revanche, quand on est en voyage, et Maxime le disait, entre les amis locaux, le client qui arrive, le voyageur qui arrive à destination, à partir de la veille ou l'avant-veille du départ, il y a la compagnie aérienne qui commence à lui envoyer des messages, puisque maintenant, ceux qui réservent les billets d'avion sont obligés d'indiquer le numéro de téléphone portable et l'adresse email du client voyageur. Donc, la compagnie aérienne commence à lui proposer des surclassements en dernière minute, alors que nous, on a expliqué au client un mois avant
auparavant que non, il ne pouvait pas acheter son surclassement sur un seul leg. Moralité, la compagnie aérienne lui repose l'avant-veille ou 3 jours avant. La compagnie aérienne va l'inciter à s'enregistrer. La compagnie aérienne va lui rappeler les formalités parfois de police et de douane qu'on lui a déjà indiquées au moment de la vente du voyage. Et puis sur place, il va avoir un réceptif ou pas, qui va avoir aussi une conciergerie sous-traitée ou pas, et puis un nombre de transféristes, de guides, d'amis locaux, de réceptionnistes d'hôtels, d'accompagnateurs ou d'excursionnistes qui vont être aussi très souvent sous-traités à des sous-traitants qui eux-mêmes embauchent des freelances. Et le client voyageur va recevoir des messages d'un nombre très important d'intervenants sans que les autres soient au courant. Et c'est ça qui est le plus problématique pour nous, parce que sur place, n'importe quel intervenant peut dire ce qu'il a envie de dire au client voyageur. Et il n'est pas obligatoirement à 100% à travailler avec toi. Donc, son objectif, c'est surtout de continuer, même s'il va bien évidemment assumer sa responsabilité. On se doute bien que son objectif est aussi de faire son business, quoi. La réflexion qu'on a eue aussi sur l'avant, c'était de se dire que les clients réservent parfois très longtemps en avance et qu'effectivement, entre le moment où on a passé beaucoup de temps pour préparer le programme, le devis, une fois qu'ils ont acheté, entre l'acte d'achat et le départ, il y a des fois vraiment une période où il ne se passe pas grand-chose entre le client et nous. Et c'était aussi d'enrichir ce laps de temps où pour rester présent et pas le laisser à l'abandon, lui donner des informations constructives pour qu'il puisse continuer à penser à son voyage de façon constructive avec l'agence, en fait. Alors, je me permets de prolonger ce qui est déjà 12h40 et c'est extrêmement passionnant. Je vois qu'on va avoir d'autres occasions à faire des réunions un peu plus larges dans cette logique-là. Je trouve ça sympa. On a donc entrepris une logique qui nous semble intéressante et qui est à destination unique des adhérentes Respire, qui est de dire, est-ce qu'on peut créer une matrice sur laquelle nous, on s'appuie pour avoir nos réflexions et qui a le mérite de vouloir évoluer. Ce n'est même pas la matrice définitive que je vous mets sous les yeux. Et donc, on a surtout travaillé sur le avant le départ, mais vous allez voir, je vais essayer de vous la sortir tout de suite, si j'y arrive. Hop, je refais un partage d'écran. J'y suis. Voilà, on souhaiterait… c'est bon, vous la voyez? Yes. Bon. Oui. En fait, on a souhaité créer un canevas qui pourrait être un outil qui peut servir à n'importe quelle entreprise du marché du voyage. Et donc, on souhaite mettre à disposition de l'ensemble des adhérents et qui va permettre de pouvoir identifier un certain nombre de travaux, de réflexion, d'analyse, d'action, chacun d'entre nous en interne. Et donc, c'est une base de départ qui n'a pas de vérité en soi, mais qui nous a permis, nous, en tout cas, de cadrer la manière dont on a réfléchi. Donc, effectivement, comme vous l'avez compris, dans le avant le voyage, il y a plusieurs étapes. Il y a la partie envie, brevet de voyage, recherche, innovation, comparaison, choix, acte d'achat, qui est en général le money time. Et après, il y a toute la période avant le départ. Et comme le signifiait très justement Nathalie, la période avant le départ identifie effectivement un certain nombre de sujets. Ça permet de pouvoir mettre en place un certain nombre d'offres, qu'elles soient technologiques ou autres, qui sont les interlocuteurs qu'on peut avoir à chaque fois, et donc se poser les bonnes questions sur tous ces sujets. Et on a essayé de décortiquer effectivement l'ensemble des points qui concernent ces petites étapes. Ce qui permet après de se dire et discuter ensemble avec ces équipes, si on avait une baguette magique, comment on peut, quels sont les points sur lesquels on doit identifier des coutures, comment on peut simplifier, comment on peut anticiper les mauvaises surprises, comment on peut s'assurer qu'on a les bons arguments sur le prix juste, comment on peut projeter le client dans son voyage,
comment on peut apporter des services innovants, comment on peut assurer la sécurité, comment on peut changer le quotidien, etc., etc. Et après, on a identifié quels étaient tous les points de contact sur lesquels on pouvait s'appuyer pour réfléchir sur ces sujets. Vous voyez, donc du site internet, et on a été jusqu'à des points de contact qui sont plus offline, et donc tous les points. Et derrière, on a identifié de l'autre côté quelles sont les informations utilisées pour préparer son voyage. Et bien évidemment, elles sont à améliorer. Donc, cette matrice est dans notre Google Drive et elle est à la disposition de tous les adhérents. Et c'est là-dessus que nous allons bientôt travailler une fois qu'on aura finalisé. Donc, on est en train de la finaliser, la partie avant, et sur laquelle on va discuter prochainement en créant un webinaire. C'est pour ça qu'on a traîné un petit peu, mais qui sera là, ouvert à tous les respiriens et amis de Respire, pour partager nos réflexions et comment on peut améliorer le quotidien d'avant le voyage. On a commencé à établir la même logique sur pendant le voyage, et donc là vous avez compris qu'il y a pas mal de choses à faire encore, mais pendant le voyage on a là aussi décortiqué le jour J, les 24 premières heures de la maison à la destination, la découverte, le changement de rythme, le lâcher prise, préparer le retour et le voyage retour de la destination à la maison. Et nous avons créé un troisième canevas sur lequel on peut s'appuyer pour participer et réfléchir, qui est donc après le voyage, comment fidéliser et capitaliser les ressentis. Et donc il y a juste après le retour, il y a dans le mois du retour, c'est le souvenir, l'analyse, il y a comment garder le contact, puis comment fidéliser, puis comment accompagner l'envie de repartir. Voilà. Donc si on regarde le avant, pendant, après, vous avez vu, on a décortiqué en 5 sous-étapes toutes les étapes d'un parcours client. Et dedans, bien évidemment, il y a tous les interlocuteurs de la chaîne de valeur des pros du tourisme qui peuvent se sentir identifiés dans les éléments. Donc, je ressors de cette partie-là pour me remettre de l'autre. Pardonnez-moi, je vais m'y remettre. Elle est où? Je ne la vois plus. Je vais la retrouver. Si vous avez des questions en attendant pendant cette partie-là, ou si mes collègues, amis du groupe, vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Je crois que j'ai dû sauter l'écran en diapo. Ouais, j'ai sauté l'écran en diapo. Ok, donc je me remets là. Et si je fais ça, est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Pas encore. Pas encore. Alors, je le referme et j'y retourne normalement. Là, vous allez le voir. Pour repartir. Voilà, ça y est. Ça, j'ai. Cette fois-ci, vous le revoyez. Oui, c'est bon. Ok, il n'y a que moi qui ai frisé. D'accord, c'est mon Internet qui a Bien. planté. Oui, non, c'est ça, je parlais, puis je m'en suis. Donc, on va parler rapidement de quelques sujets. On peut pas rentrer dans tous les détails, mais on a souhaité prendre juste à chaque fois une idée de slide sur la partie avant, sur la partie pendant et après. Donc, ce qu'on a identifié, outre le sujet du webinaire qu'on est en train de préparer actuellement, qui va être au quotidien, comment on peut aider les distributeurs du voyage à se servir de la technologie existante pour contacter leur marché, leurs prospects, leurs clients, et comment les aider, les accompagner, parce qu'il y a plein de gros mots, on se fait souvent avoir, on voit souvent des champions qui arrivent, qui nous disent on va vous aider, on va faire ça, il faut ça, il faut ça. Et puis en définitive, on se rend compte que c'est très compliqué d'envoyer un mailing. Là aussi, il y a plein de solutions qui font qu'on peut beaucoup plus payer que de recevoir des solutions. On peut se rendre compte aussi que
En tout cas, nous, au sein du groupe, sans déflorer notre objectif de webinaire, mais on peut partager très facilement des expériences qu'on a chacun pu avoir, diverses et variées, et comment capitaliser et partager ensemble ces expériences qui vont nous permettre de gagner du temps pour faciliter le contact qu'on peut avoir avec notre marché sur des solutions qui existent, très simples, et sur lesquelles il faut juste se familiariser pour faciliter et nous permettre de pouvoir être le plus rapidement possible autonome dans nos démarches. Et on s'aperçoit que les nouvelles technologies, en soi, ne serait-ce que pour capter du client, eh bien, elles ne sont pas source d'être ennemies et que à tous les niveaux, il y a plein d'outils, plein de méthodes, plein de solutions qui peuvent facilement et grandement nous aider pour nous en sortir. Mais on a voulu prendre deux éléments chocs parce que l'actualité nous le provoque. Eh bien, la réalité virtuelle, c'est un sujet sur lequel il y a réflexion à avoir lorsqu'on a des clients en agence et qu'on souhaite leur partager et susciter des réflexions sur des projets de voyage. Il y a matière à pouvoir les accompagner, à leur donner véritablement des vrais outils réflexes à mettre à leur disposition pour les immerger et les projeter dans leur décision de projet de voyage. Et c'est un sujet qui a maintenant aujourd'hui des technologies qui sont matures, qui correspondent à un investissement qui n'est pas si onéreux que ça. Hein. C'est le prix d'un PC. Vous prenez un Oculus et avec une technologie que vous pouvez, sur lequel il y a des outils qui existent et des données qui existent, de vidéos en 360, d'établissements hôteliers. Il y a aujourd'hui beaucoup de sources qui nous permettent de pouvoir accompagner des visiteurs en agence. Il y a aussi aujourd'hui des outils qui permettent de pouvoir le faire aussi par écran interposé et à distance. Mais on s'est aussi dit qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible, et on le voit bien, parce que vous êtes beaucoup à le faire, je crois, la possibilité de prendre rendez-vous avec des clients et d'échanger avec eux à distance, de vous servir des outils que vous avez généralement juste vous-même quand vous êtes face à un client futur voyageur. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir utiliser des outils assez simples pour les accompagner à réfléchir même à distance sur des projets de voyage. Et donc, il y a quelques exemples, hein, on vous les montrera en lien, mais ne serait-ce que le site 360natif.com, vous allez dessus, vous allez voir, prenez même des lunettes en carton que vous allez mettre sur votre smartphone, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Et faites le test autour de vous et vous allez voir qu'il y a des choses à fouiller très, très facilement. Oui, c'est ça. Ce genre de technologie, c'est pas extrêmement cher pour une agence ou un hôtel. C'est souvent utilisé, comme le dit Tristan, dans la promotion pour donner envie aux gens plus que par des photos, etc. C'est vrai que quand on met un casque, je ne vais pas dire qu'on se croirait à Rangoon, hein, loin de là, mais quand même, on peut s'imaginer pareil pour l'hôtel. On peut défiler à travers les chambres, etc. et se dire, OK, c'est là clairement que je veux aller. Donc, ça aide à la vente en plus. C'est toujours une aide, de toute façon, à avoir. Donc, c'est important de considérer, de regarder. De toute façon, c'est ça, il faut toujours vérifier si jamais c'est un intérêt. En dehors de l'avant-voyage pour la réalité virtuelle, pendant le voyage, il n'y a pas eu d'utilisation, enfin, il y a quelques essais d'utilisation qui pourraient être utiles. On parlait notamment des transports, où c'est utilisé pendant les transports, la réalité virtuelle pour faire passer le temps, mais bon, ça ne va pas vraiment, c'est plus des problématiques de transporteurs. Et sur place, on va avoir un peu de réalité augmentée qui peut être disponible aussi pour agrémenter et rajouter, comme le dit son nom, réalité augmenter la visite, le voyage avec des infos en plus, etc., qui arrivent pendant les autres. Mais voilà, globalement, c'est ça l'utilisation qui est faite à ce jour de ce genre de technologie.
Donc, rapidement, quels sont merci Charles, quelles sont les nouvelles techno, inno sur la partie avant le voyage? Donc, on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est de voir comment, même à un petit niveau, on peut commencer à se servir d'un CRM. Quand je dis ça, c'est vous entendez un de vos clients qui parle du mariage de sa fille l'année prochaine. C'est une information importante pour voir comment vous pouvez l'accompagner, peut-être sur l'organisation du mariage, mais pourquoi pas de l'organisation du voyage de noces ou des 50 ans du mari. C'est des informations qu'on marque parfois sur un post-it, mais on doit pouvoir s'organiser différemment pour qu'on puisse avoir le pop-up au bon moment parce qu'on est pris dans plein de sujets. C'est un schéma, hein. Mais c'est souvent des choses qui, voilà, quand on travaille tout en full Word, on se rend compte que de temps en temps, il y a plein de petits points de détail qui nous permettraient de pouvoir faciliter l'augmentation des potentiels de transformation de clients en capitalisant sur les informations. D'où l'importance de parler de CRM. On a évoqué la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les souvenirs virtualisés, mais aussi la digitalisation du processus client. Qu'est-ce qui fait la différence entre une très grosse agence en ligne? Vous le savez très bien, c'est une logique de massification, une logique de volume. Et quelle est la différence des indépendants dans le monde du voyage? C'est d'apporter une relation d'expertise, d'humain. Mais est-ce que pour autant, on n'a pas le droit d'utiliser l'objectif de zéro papier pour faciliter la signature électronique, pour faciliter l'acte d'achat? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les technologies pour faire des rendez-vous par visio, en partage d'écran? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur de la réassurance digitale par des mails automatisés sur des périodes précises? Bien sûr que si. On a plutôt tout intérêt, parce que ce qui fait la différence, c'est effectivement la relation humaine, mais par contre, on a le droit d'utiliser les technologies et les outils qui nous permettent de pouvoir être meilleurs demain, et surtout de mettre en avant notre expertise, notre indépendance face au mass market qui n'est pas dans une logique de personnalisation, d'écoute, d'entente et de prise en considération. C'était notre point. Et donc, on ne va pas pouvoir déflorer et rentrer, désolé Maxime, mais on pourra en reparler même en parallèle sur tous les sujets. Donc, on a eu la même réflexion pendant le voyage et après le voyage. Et ces réflexions-là nous ont permis, avec des analyses de tendance, de pouvoir identifier des pistes sur lesquelles on pourrait s'appuyer demain et après-demain. À l'instar, mais je pense que beaucoup d'entre vous le faites, on en avait parlé, Frédéric, alors l'autre, enfin pas Babou, on en avait parlé, hein, il existe aujourd'hui des pockets Wi-Fi. Alors le premier qui l'a lancé, paraît-il, c'était Voyageurs du Monde, mais aujourd'hui c'est des actions, et puis on sait que jour après jour, le Wi-Fi est disponible de plus en plus d'endroits dans le monde, mais il y a aujourd'hui aussi des forfaits spécifiques pour pouvoir accéder à la data, mais il y a aussi des outils qui permettent de pouvoir accéder à des informations sans obligatoirement être en connexion. Et il y a tout un tas d'outils, et là je vous laisserai peut-être Charles pouvoir répondre à des questions particulières. Et il y a le chatbot, il y a la réalité augmentée, il y a des notifications d'alerte, des notifications de météo, d'informations pratiques qui peuvent être géolocalisées ou non, qui peuvent ressortir au bon moment. Et puis il y a bien évidemment des services de conciergerie qui sont soit en direct et purement humains, soit multiplexés avec des chatbots, soit en full chatbot. Après, c'est souvent une question de moyens aussi et de chaîne de sa propre valeur pour voir de quelle manière on souhaite accompagner au mieux. Mais il y a un certain nombre de choses qui existent. Et quand on parle d'innovation de demain, juste 2 points. On vous invite à aller fouiller les technologies haptiques, hein. Vous verrez d'ici quelques années à quoi elles correspondent. Vous imaginez que vous offrez un petit bracelet à des potes qui n'ont pas pu partir avec vous pour différentes raisons. Ces bracelets-là c'est ce qu'on appelle la technologie haptique, vont vous partager
le moment présent parce que vous êtes partis qu'à 2 pour vous marier à Tahiti et vous allez savoir exactement le moment où ils vont se dire oui dans une cahute bien particulière, et bien vous allez tous recevoir cette vibration à ce moment-là. Voilà, c'est ça des choses qu'on peut demain inventer pour apporter de l'expérience, de l'émotion. Et puis, il y a bien évidemment des sujets qui sont bien connus dans le monde du retail par nos marketeurs. C'est ce qu'on appelle le geofencing. C'est comment vous alerter que vous êtes un passionné, je dis n'importe quoi, de truffes blanches d'Italie, et que vous êtes en train de vous promener en voiture, et d'un seul coup, votre téléphone va se mettre à vibrer parce que vous allez passer à côté du producteur qui est en train de faire une démonstration jusqu'à 18h ce soir de toutes ces nouvelles trouvailles en termes de truffes. C'est des actions qui existent beaucoup dans le retail, c'est-à-dire dans le monde des centres commerciaux, et qui demain pourraient être tout à fait mis en adéquation dans le monde du tourisme. Désolé, je vais devoir vous laisser. Il faut justement. Oui, sur ça. Mais on arrive à la fin, mon loup. Et API. Ouais, je sais. They're waiting for me. Bon courage, Charles. Désolé. À vendredi. On parle après. De même, je dois vous laisser également, mais super intéressant et à continuer avec grand plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Maxime. Donc, on a décortiqué un certain nombre de choses. Je fais un dernier focus après le voyage. Donc, il y a effectivement le service client, les études de satisfaction, les retours et partages d'expérience, les souvenirs, qu'elles soient en photo, en objet, en émotion, en moment, comment accompagner effectivement la capitalisation de ces informations auprès de vos clients, et comment après vous appuyer sur ces données pour fidéliser, pour mieux connaître vos clients, pour accompagner et suivre les futurs projets et le réachat. Donc, c'est des sujets sur lesquels on a commencé à réfléchir tous ensemble lors de nos travaux initiaux. Et donc, après le voyage, c'est l'heure du bilan. Donc, comment gérer son service après-vente. Alors, c'est important. Pourquoi on a marqué service après-vente à ce moment-là? Parce qu'il nous a semblé important de bien faire attention que le service après-vente ne commence pas au moment du paiement, mais il commence après le retour du voyage. Et donc, mais je crois que maintenant, c'est quelque chose de clair pour toute la chaîne de valeur. Et donc, c'est à ce moment-là, véritablement, qu'on rentre dans une relation complètement différente avec nos clients et nos voyageurs. Et donc, comment continuer à communiquer auprès d'eux, comment le faire simplement, sans déranger, comment le faire de manière utile, judicieuse, et quels sont les outils qui nous permettent de le faire, comment aussi assumer les litiges. Alors, vous savez, dans le monde de la relation client, on appelle ça comment transformer un pépin en pépite. Je donne des cours de marketing stratégique en stratégie client dans des écoles de management où on se rend compte, et il y a des études qui existent là-dessus, on se rend compte que l'accompagnement de clients mécontents, de situations de mécontentement, de situations d'irritation, vous permettent de pouvoir disposer de clients encore plus adhérés à vos valeurs, à votre démarche, qu'un client qui, en définitive, il ne s'est rien passé et tout a été parfait. En gros, un client qui a un certain nombre de soucis, c'est le meilleur moyen de pouvoir l'accompagner pour s'assurer qu'il a fait le bon choix avec vous, au bout du compte. Parce que vous êtes… il peut y arriver des galères qu'on peut gérer nous-mêmes, et on est humain, on a une chaîne avec un certain nombre de partenaires qui sont humains aussi, et il peut se passer aussi un certain nombre de situations, on peut aussi avoir des ratés. Mais ce qui est important, ce n'est pas ces ratés, ce n'est pas ces situations, c'est comment on les gère, comment on les assume et comment on les accompagne pour la satisfaction client. Et donc là, il y a à chaque fois, bien évidemment, un certain nombre d'outils qui existent et comment on peut intégrer ces outils et sans que ça soit considéré comme des gros mots, comme vulgairement le Net Promoter Score,
c'est-à-dire savoir comment… Et c'est sur ces NPS, hein, donc c'est-à-dire quels sont les promoteurs d'une marque. Et je vous dis, ce sont souvent des clients qui ont eu des problèmes qui deviennent après vos plus gros promoteurs. Et c'est dans tous les secteurs d'activité. Et donc, quand on parle de retour et partage d'expérience, il y a bien évidemment les albums photos, le journal de bord, les réseaux sociaux, et aussi comment partager des lieux et comment les intégrer dans une map pour pouvoir partager aussi autour de soi des lieux qu'on a visités et aussi des émotions ou des bonnes adresses. Et donc après, l'objectif en après-achat, c'est le retour d'innovation, le retour d'expérience. Et donc très rapidement, ce qui se passe à l'étranger, donc on a suivi et partagé quelques webinars, aussi bien auprès d'incubateurs au Canada, MTLab, qui a été très actif lors du premier confinement, mais aussi Plug and Play, qui est un incubateur aux USA. Mais il y en a plein d'autres en France qu'on suit et sur lesquels il y a un certain nombre d'informations et sur lesquels il est important de pouvoir regarder ce qui s'y passe. Et on s'aperçoit que de très, très gros opérateurs mondiaux de voyage donc, utilisent de plus en plus l'optimisation de la data et l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est bien de se rendre compte comment ils le font pour voir comment nous, à notre niveau, on peut transformer, puisqu'on a moins de data, cette intelligence artificielle par de l'intelligence humaine, par un style de management avec nos propres équipes, et donc utiliser les mêmes clés de décision, de pilotage, et parfois s'appuyer sur des outils existants qui nous simplifient effectivement la mise en place de ce type de décision. Enfin, on a essayé de regarder rapidement ce qui se passe dans les 40 ans. Alors, il y a des analyses projectives qui ont été faites, notamment celle d'Alliance Partners, qui expliquent que demain, la partie virtuelle et réalité augmentée va prendre une part très importante. J'ai entendu très, très récemment un webinaire justement aux États-Unis qui expliquait qu'il y a des outils aujourd'hui, d'ailleurs avec une technologie française, qui sont en train de être testés dans des très grosses boîtes internationales pour organiser, alors chacun met son casque, hein, mais on se retrouve, imaginez, là on est tous ensemble, et en fin de compte on met tous notre casque, et en fait on est tous ensemble autour d'une piscine à Hawaï, en train de discuter tous ensemble, de regarder un PowerPoint, de voir d'un seul coup Frédéric avoir une réaction, on la voit tous ensemble, parce que tu vas bouger tes mains et donc ça va avoir une interaction alors qu'on est chacun de notre côté à des centaines de kilomètres de différence. Et donc ces actions sont actuellement en train d'être testées dans le monde de l'entreprise pour des raisons que vous connaissez, hein, qui sont liées au Covid. Et il y a un gap d'innovation qui est en train de se mettre en place et qui devient clairement fonctionnel. Alors malheureusement, c'est Facebook qui apporte cette technologie via Oculus et sur lequel il y a des tests. Quand je dis ça, c'est parce que voilà, c'est browser in the place, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent. De la même manière qu'on le sait, on voit qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont inventé le système qui fait que vous avez une oreillette ici, vous travaillez, vous retrouvez avec votre téléphone en mode haut-parleur et vous allez parler en plein Pékin dans une ruelle et vous allez comprendre en temps réel ce que vous dit la personne et lorsque vous lui parlez, elle va comprendre exactement ce qu'elle vous dit. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit mais qui existeront très, très prochainement dans les 10 prochaines années. De la même manière au sein du transport que pourquoi pas, d'ici 30 ou 40 ans, on pourra effectivement plus facilement voyager et découvrir d'autres choses qui se passent en dehors de la Terre. Voilà, on est arrivé au bout de ce